bonjour à tous. Je suis toujours Francesco Cavatorta, ça ne change pas, département des sciences politiques. Bienvenue encore une fois à une activité du CIRAM. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'un pays qui n'a pas vraiment abordé, je pense, depuis qu'on a créé le CIRAM. On regarde plus spécifiquement un pays au Liban et encore plus étrange d'une certaine manière, au lieu de s'occuper de l'islam politique ou les partis islamistes, on regarde pour une fois à la communauté chrétienne du Moyen-Orient et notamment la communauté maronite libanaise. On a avec nous la professeure Rosita Di Peri, qui est professeure agrégée au département de culture politique et société de l'Université de Turin en Italie. Elle s'occupe du Liban depuis toujours, pratiquement. Beaucoup d'expériences de terrain, bien sûr. Elle a publié plusieurs articles sur des revues comme British Journal of Middle Eastern Studies, Politics, Religion and Ideology. Et aujourd'hui, elle va nous présenter quelque chose qui est un projet qui fait partie d'un numéro spécial pour la revue Mediterranean Politics. Inch'Allah. On espère. Moi, je pense que oui. Et qui regarde donc à l'intérieur un peu de la communauté maronite. Je pense que la présentation de Rosita va être divisée en deux parties, d'une certaine manière. La première, c'est en effet plutôt méthodologique, c'est-à-dire comment on arrive à faire de la recherche sur un projet quand on part pour le terrain avec une certaine idée, et puis comment le terrain, en effet, informe ce que tu fais du point de vue théorique du sujet. Je sais que souvent, on nous dit, du point de vue méthodologique, je l'ai dit surtout pour les étudiants, on vous dit toujours, essayez d'arriver sur le terrain avec quelque chose de hyper clair, de hyper structuré, avec des questions déjà préparées et tout ça. Parfois, ça marche, mais souvent, ça ne marche pas, parce que le terrain te donne peut-être des réponses et met l'accent sur quelque chose qui est complètement différent et auquel tu n'avais pas forcément réfléchi. Et donc, Rosita, je pense, va discuter un peu de ça et des défis que ça présente. Et puis, elle parlera dans une deuxième partie, dans le cadre de sa recherche, plus spécifiquement, de ce qu'elle a commencé à trouver en regardant la communauté maronite et la politique à l'intérieur de la communauté maronite à travers le cadre théorique qu'elle a choisi. Donc, je vous laisse avec Rosita. Je pense que ça va être 45 minutes, 50 minutes, quelque chose comme ça. Et puis, on aura, comme d'habitude, la place pour les questions de l'audience. Donc, merci encore une fois d'être avec nous. Et j'espère que vous allez trouver ça intéressant. Alors, je te remercie beaucoup, Francesco, pour cette invitation. Et je suis vraiment très contente d'être ici. Bonjour à tous et toutes. Et je suis contente aussi de parler avec vous de cette recherche que je conduis au Liban depuis 2014. Alors, la question qu'aujourd'hui je veux discuter avec vous, c'est plutôt lié aux transformations au sein des communautés au Liban et particulièrement au sein de la communauté maronite qui fait l'objet de cette conférence et de ma recherche. Alors, ça c'est intéressant, selon moi, de comprendre comment les demandes de recherche se transforment dans le temps et comment le terrain transforme les demandes de recherche. Ce que disait Francesco auparavant, je pense que c'est crucial. Parce que moi, moi je fréquente le Liban depuis longtemps, je fais des études sur les systèmes politiques, sur les systèmes consociatifs, après je fais des études aussi sur le mouvement islamiste, je travaillais aussi sur Hezbollah, etc., etc. Mais pendant les années, je réalisais que il n'y a pas beaucoup d'analyses qui s'interrogent sur comment les communautés se sont transformées à leur intérieur. Et les communautés qui sont à la base du système politique, social, économique libanais ne sont pas adressées de façon correcte. Au moins, ils sont adressés, oui, mais par rapport à certains aspects de la politique. Alors, moi, je me suis demandé, alors, il y a cette vague d'études sur l'islamisme, sur les mouvements islamistes, sur les salafites, et si on regarde la littérature qui s'est développée sur le Liban pendant les dernières 10 années, on voit cette superproduction d'ouvrages sur Hezbollah, par exemple. Il y en a plusieurs parce que, oui, c'est vrai, c'est un acteur incontournable de la scène politique libanaise. Mais on n'a pas beaucoup d'ouvrages sur les transformations qui ont affecté, et spécialement après la guerre civile est terminée, donc à partir de 1990, les transformations des
communautés et comment ces transformations ont affecté la société. Parce que je pense que c'est une question très importante qui se lie particulièrement à des tendances globales qui ont affecté le Liban pendant les dernières années et qui sont notamment les questions liées au développement d'une vision de plus en plus néolibériste au Liban qui, on doit le rappeler, c'est, qu'on peut dire, pionnière du néolibérisme parce que l'économie libanaise s'était caractérisée pendant les années 60 et 70 du siècle passé par une économie de laisser-faire qui a vraiment bâti un système économique, politique et social très basé sur la privatisation, sur le système bancaire, sur la finance, etc. Donc ça, c'était un premier point, selon moi, très intéressant. Donc comment connecter les transformations des communautés au Liban avec les transformations sociales, économiques et politiques, pas seulement dans le Liban, mais aussi dans l'environnement régional. Alors, ça, c'est un premier aspect. Alors, moi, je me suis dit, quelles sont les transformations qui ont affecté le Liban après la fin de la guerre civile? Alors, bien sûr, il y a eu une transformation importante dans la communauté et dans les communautés musulmans, en fait, Hezbollah, bien sûr, mais aussi la communauté sunnite a subi des transformations importantes et surtout avec la présence d'un homme fort dans l'État libanais qui était Rafik Hariri, qui a vraiment très bien, qui a travaillé dans le Liban pour bâtir le Liban selon lui, hein, on dise. Et aussi ça s'est terminé avec son assassinat en 2005. Mais moi, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé après la fin de la guerre civile au Liban? Alors, l'aspect le plus important, c'est, oui, il y a eu un changement de pouvoir parce que la présidence de la République n'était plus l'institution la plus importante, la plus de pouvoir dans ces pays-là, mais le pouvoir est passé au Premier ministre, qui est sunnite par constitution, selon le pacte national, et il y a eu une marginalisation de plus en plus importante de la communauté et des communautés qui avaient auparavant le rôle principal dans le système politique libanais, notamment les chrétiennes et dans le spectre chrétien, dans la communauté maronite. Donc, je me suis interrogée et me disant, alors oui, il y a eu cette marginalisation très importante qui a été, qui avait été déterminée par la transformation du système politique avec ce changement de pouvoir qui a été déterminé par les accords de Taïf, mais en même temps, la communauté avait été marginalisée du point de vue démographique parce que les chrétiens ne sont plus la majorité au Liban. Ils sont en minorité maintenant. Hein, et les maronites sont en minorité dans une minorité parce que le groupe le plus important du point de vue démographique, même s'il n'a pas de statistiques à le démontrer, ce sont les chiites. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Donc, il y avait deux points. Marginalisation politique, marginalisation démographique. Mais l'autre aspect qui était important pour moi, c'était aussi un certain mouvement qui n'était pas très clair dans le terrain de marginalisation économique. C'est-à-dire que la communauté maronite qui était présentée comme la communauté la plus riche et la plus économiquement active du point de vue financier, etc., n'était pas si centrale dans le système économique. Au moins, les élites, oui, ils étaient centrales, mais la base maronite était affectée par un processus de marginalisation économique et de pauvreté, de sous-développement, qui était quelque chose de vraiment intéressant de mon point de vue analysé. Donc, je me suis posé des questions et des objectifs dans ma recherche qui allaient dans cette direction. Hein. Comprendre pourquoi la communauté maronite était marginalisée, pas seulement d'un point de vue politique, parce que ça c'était facile, mais d'un point de vue économique et aussi social dans certains endroits. Quels étaient les rapports entre la sphère religieuse et la sphère politique? Parce que, ok, ici je ne peux pas aller en profondeur, mais je pense, j'espère de pouvoir parler de ça un petit peu dans la deuxième partie de la présentation, mais les communautés ne sont pas des blocs monolithiques et ne sont pas, une chose seulement, elles sont plusieurs choses. Hein. Et donc, à l'intérieur des communautés, il y a
plusieurs dynamiques qui se croisent et ça comporte des rapports très étroite entre la sphère de religieuse et la sphère de politique et du social. Et aussi, mon but, c'était de chercher à comprendre quels étaient les effets de ces marginalisations sur le système consociatif. Parce que je veux dire consociatif, consensuel, confessionnel, disons-là, parce que mes études précédentes se portaient surtout sur le système consociatif. Donc mon idée c'était, alors oui, les maronites, ils étaient au sommet du système de pouvoir. Maintenant, ils sont marginalisés. Quels sont les effets sur le système consociatif et quelles sont les conséquences au niveau des relations des maronites avec les autres acteurs de la politique libanaise. Donc ça, plus ou moins, c'était mes questions de recherche. Mais alors oui, je suis partie faire mon terrain. Je suis arrivée au Liban et je commençais à faire des entretiens. À quoi À des hommes politiques maronites, bien sûr, à des hommes religieux aussi, mais aussi à des hommes des autres partis politiques qui avaient des autres visions, non, sur le maronitisme, blablabla. Parce que le maronitisme, c'est en philosophie de vie. Hein, en façon, il y a plusieurs aspects qui caractérisent ce qu'on appelle le maronitisme. Et de plus en plus que je faisais cet entretien en profondeur, je comprenais que les entretiens, elles étaient vraiment très institutionnels. C'est-à-dire que les interlocuteurs, ils me disaient ce que je voulais écouter. Hein. C'est-à-dire que je ne tirais pas des informations relevantes, des informations cruciales pour ma recherche. Oui, ils me disaient, ah oui, nous sommes marginalisés, ah c'est vrai, nous qui étions à l'apex du système politique maintenant, nous avons pas de pouvoir, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ils ne me disaient rien de nouveau. Hein. Donc je n'avais pas des informations adjonctives qui me faisaient progrédir dans ma recherche. Alors, moi, je me suis interrogée sur le troisième aspect que je citais auparavant, c'est-à-dire sur la question de la marginalisation économique. Et plus en profondeur, je me suis interrogée sur qu'est-ce que signifie aujourd'hui au Liban communauté. Qu'est-ce que sont les communautés aujourd'hui au Liban? Quel est le significat profond de communauté? Qu'est-ce que signifie appartenir à une communauté? Alors, ça, c'est une question cruciale pour le Liban, parce que au Liban, les communautés sont la base du système politique, mais aussi ils ont une fonction très importante sur la vie personnelle des individus, parce que les communautés sont les groupes qui vont gérer la vie personnelle des individus. Par exemple, à travers les cours religieuses, ils légifèrent sur des questions importantes comme le divorce, l'inhéritance, la citoyenneté, tout ce qui concerne la transmission de la nationalité, par exemple. Tout ça, c'est délégué par l'État aux communautés. Donc, les communautés ont un rôle fondamental dans le système. Alors, moi, je me suis interrogée sur ça. Qu'est-ce que signifie aujourd'hui parler de communautés au Liban? Qu'est-ce que sont les communautés? Ils sont seulement la base du système politique ou, pendant les années, une relation entre les communautés, comme on les définit pour le système politique, ont changé de rôle. Et si on changeait de rôle, comment ils ont changé? Parce qu'il faut rappeler que selon le système consociatif, qui est un système qui tutelle les minorités à l'intérieur du système politique et qui est la base du système politique libanais, les communautés et les groupes communautaires, ils ont une très grande autonomie dans le système et ils ont aussi la possibilité d'avoir une position puissante avec les vétos. Donc ils peuvent empêcher la prise de certaines décisions politiques parce qu'il y a un système de
comment je peux dire en français, veto croisé, veto mutuel, qui est une garantie pour les minorités qui ont un poids dans ce système-là. Et l'État libanais reconnaît 18 communautés dans ce système-là. Donc, pendant les années, et spécialement après la fin de la guerre civile qui a été très longue parce qu'elle a duré 15 années, les communautés, ils ont cherché les compromis entre eux pour éviter des nouvelles confrontations et pour maintenir le système consociatif vivant. Alors, moi, je me suis interrogée. Oui, d'accord. Les communautés, ils ont interagi entre eux pour maintenir le système stable. Et dans certaines mesures, ils ont réussi à faire ça parce que, oui, après Taïf et jusqu'à maintenant, le Liban a réussi à échapper aux troublements régionaux, etc. Et il est, on peut dire, stable dans la région, mais il y a des dynamiques internes très puissantes, mais il est de toute façon stable. Alors, je me suis dit, cette recherche de compromis qui a caractérisé l'interaction entre les communautés depuis longtemps, qu'est-ce qu'il a produit? Comment il a transformé les communautés? Parce que sur certains dossiers, peut-être les communautés, ils ne voulaient pas agir en concertation, mais ils ont été obligés à faire ça pour maintenir le système dans une certaine stabilité. Alors moi, qui j'avais adressé, et ici j'arrive au cadre théorique que j'ai utilisé pour ma recherche, moi que j'avais plutôt utilisé ces études qui regardaient aux communautés comme des locus identitaires ou de pouvoir, comment comme je peux dire, des groupes et d'espaces politiques, sociaux, etc., qui ne pouvaient pas changer dans le temps et qui avaient une certaine stabilité. Je me suis interrogée plutôt sur comment cette recherche de consensus, cette obligation à rechercher le consensus parmi les communautés a produit des transformations à l'intérieur des communautés qui ont transformé les communautés dans des lieux où des dynamiques de pouvoir et de contrôle de la population et des membres de la communauté se sont installés et se reproduisent. Donc, je n'ai pas regardé plus à la littérature qui regardait aux communautés comme des espaces d'identité sociale, etc., et aussi des espaces de pouvoir politique, mais plutôt je regardais à cette littérature qui voyait dans les communautés des espaces de domination et contrôle, des espaces qui reproduisaient des dynamiques des pouvoirs et qui avaient conduit les communautés à être comme de petits États dans l'État. C'est-à-dire, les communautés, ils ont agi, ils ont opéré pendant les années et spécialement à partir de la fin de la guerre civile, comme des micro-states, comme de petits États qui avaient un contrôle obsessif et radical et très capillaire dans la société, mais surtout parmi les membres, leurs propres membres. Et pour faire ça, j'ai surtout regardé, par exemple, en partie de la littérature qui est plutôt francophone en fait, parce que les anglophones ils n'ont pas d'opérer cette langue analytique pour étudier les communautés au Liban, et je me suis surtout appuyée d'un côté sur les études d'Elisabeth Picard qui a bien réfléchi sur les transformations des communautés libanaises en les classifiant selon la lente analytique de communauté-classe. Et en même temps, j'ai regardé à toutes les études qui ont été faites par des Libanais aussi, et particulièrement par Fawaz Straboulsi, qui a beaucoup travaillé sur cette dynamique interne de reproduction des pouvoirs au Liban, et plus récemment aussi de Bassel Salouk, qui est une collègue de la Lebanese American University à Beyrouth qui a adopté cette lente analytique. Donc, je me suis aperçue
Tandis que je découvrais cette approche nouvelle pour l'étude des communautés, que ça ne m'intéressait plus de comprendre pourquoi la communauté maronite il avait été marginalisée, mais plutôt quelles étaient les dynamiques à l'intérieur de la communauté et comment la communauté s'était transformée par l'intérieur et quels étaient les effets de ces transformations sur sur la base de la communauté, c'est-à-dire pas sur les élites politiques, mais plutôt sur les citoyens, sur les appartenants à la communauté. Et particulièrement, je me suis adressée à la communauté maronite, comme je disais auparavant. Mais j'avais besoin de comprendre comment analyser ces transformations, parce que ce ne pouvait pas être quelque chose qu'on allait demander aux interlocuteurs. Donc, je fais une analyse avec un collègue libanais de quelles étaient les disparités socio-économiques dans certaines régions où habitaient les maronites, qui étaient à majorité maronite. Et premièrement, ça c'est la zone, j'avais un map, mais pas de problème. Ça, c'est la zone du Mont Liban. Hein. Si vous connaissez un petit peu le Liban, il a une dorsale montagneuse qui est au centre du pays et qui est très haute aussi. Et dans cette montagne libanaise se sont installés depuis longtemps les chrétiennes et particulièrement les maronites. Donc, j'ai analysé avec des rapports de l'UNDP et des autres qui avaient analysé la question de l'empouvrement des communautés au Liban et plus en général des disparités socio-économiques. Je cherchais à envisager quel était un village, une zone où il y avait une double dimension, c'est-à-dire une zone habitée par maronites qui est pensée comme une zone riche, comme une zone où les maronites, ils ont fait du bien et ils ont enrichi la population, mais de l'autre côté où il y a des situations de pauvreté très grandes qui sont cachées, qui ne sont pas diffusées par les élites religieuses et politiques. Et mon attention, elle est allée dans la région de Kesrouan, qui est une région qui est dessus la ville de Jbeil, dans la côte du Liban, mais à l'intérieur, dans la montagne libanaise, et dans le village de Gbele, qui est un petit village qui souffre d'une dépression économique très grave, où la situation de désoccupation c'est très fort, où il y a vraiment une situation sociale aussi très aggravée par des problèmes de drogue, d'alcool et tout comme ça. Et ce n'est pas une exception. Je me suis aperçue que ça, ce n'était pas une exception dans ce contexte-là, mais qu'il était, de plus en plus que j'allais dans le terrain, que je faisais mes entretiens rebelles et que je voyais aussi quelle était la situation des villages qui confinaient avec ces villages-là, je me rendais compte que il y avait cette narrative officielle qui était diffusée par les élites religieuses et politiques qui allait cacher cette dimension de sous-développement, de besoins sociaux, etc. Donc, je me suis dit, d'accord, très intéressant, il y a des maronites qui sont pauvres, mais les élites ne la mettent pas, parce que, pourquoi? Alors ça, c'est, à reverso, à contrario, ce que le terrain m'a donné en termes de demande de recherche. C'est quoi? Pourquoi il cache? Alors, je me suis dit, quels sont les points fondamentaux du maronitisme qui ont caractérisé le développement de la communauté maronite pendant les années? Alors, je me suis dit, deux narratives, 2 points sont à la base du maronitisme. Le premier point, c'est celui-là de diffuser une narrative de la communauté comme une communauté riche, une communauté qui pouvait gérer l'économie du pays, qui était à même de faire des affaires avec des patrons étrangers, qui était un point de référence au niveau
régionale, mais aussi nationale. Et en fait, si on regarde plutôt aux études qui ont regardé à la communauté maronite pendant les années, ils se sont concentrés sur les élites politiques maronites en les décrivant comme des élites très riches et très bien aisées. Donc ça, c'est un narratif. L'autre narratif que j'ai trouvé très intéressant, c'était la narrative de la cohésion de la communauté. C'est-à-dire, nous sommes une communauté et nous devons transmettre cette idée de communauté d'un côté riche, de l'autre côté cohèse, du point de vue social et du point de vue politique, même si la réalité nous dit autre chose, parce que si on regarde par exemple à la fracture qui est présente aujourd'hui dans le spectrum chrétien au Liban et parmi aussi les maronites, on voit qu'il y a différents partis politiques maronites qui s'opposent les unes aux autres. Donc, mais ça, c'est quelque chose qui ne devait pas être trop diffusé, et surtout au niveau social et économique, la narrative de la cohésion de la communauté, c'est-à-dire nous sommes tout ensemble parce que nous sommes puissants tout ensemble. Ça, c'est un petit peu l'idée qui a été diffusée parmi les années. Parce que dans un système où la priorité, c'est se maintenir stable au pouvoir et au sommet du pouvoir, et dans un environnement où les chrétiennes sont devenues minorités, cette narrative de la cohésion donne l'idée aux maronites, de puissance sociale, économique en même temps. Donc, je me suis dit, comment opérer avec ces narratives? Alors, je me suis dit, je dois essayer de déconstruire ces narratifs, parce que ce que je regardais dans mon terrain, c'était en réalité totalement différent. C'est-à-dire, le terrain ne m'a pas dit que les maronites sont riches d'un côté, et les statistiques sont très, très claires de ce point de vue-là, parce que il y a plus ou moins 20% des Libanais qui vivent sous la ligne de la pauvreté, et de ces 20%-là, les 8% ce sont chrétiennes et particulièrement maronites. Donc c'est un pourcentage important sur une population qui n'est pas beaucoup. Au Liban, il y a à peu près 5 millions d'habitants. Donc je me suis dit, il faut déconstruire cette narrative, et ces deux narratives en particulièrement, comment le faire, parce que c'est pas facile d'essayer de construire des narratives qui se sont affirmées depuis longtemps et qui sont devenues d'une certaine façon des narratives officielles de la communauté, et aussi de ceux qui regardent à la communauté par l'extérieur. Alors, je cherchais de le faire en analysant particulièrement la liaison, la connexion entre les religieuses et les politiques dans la communauté, en analysant deux cas d'études particuliers. Alors, pour déconstruire la narrative de la communauté la plus riche, je regardais plutôt au développement d'une institution qui était et qui est très important au Liban pour les maronites, et qui est la Ligue maronite. La Ligue maronite, c'est une association, disons là, qui a été créée dans les 1952 par un groupe de maronites qui avait le but de diffuser dans le monde et au Liban
les positions maronites et l'idée de maronitisme, disons là. C'est-à-dire, c'était aussi, réunissait aussi des associations de catégories, des bailleurs de fonds, etc. Et donc, la Ligue maronite a joué, ce n'est pas un parti politique, mais c'est une association puissante qui a eu un rôle important pour diffuser certaines idées de maronitisme et certaines idées liées à la communauté maronite dans le Liban et dans le monde. Alors, je me suis dit, si cette marginalisation a affecté la communauté maronite, quelle était la réaction de la Ligue maronite qui a joué un rôle très important dans ce contexte-là? Et comment la Ligue maronite s'est transformée pendant les années? Quelles sont ses connexions avec le côté religieux et comment c'est relationné au côté politique? Alors moi, j'ai découvert des aspects très intéressants que je cherche à résumer, mais si vous voulez, on pourra comme dire, approfondir, aller en profondeur dans la partie des questions. C'est-à-dire que la Ligue maronite, de plus en plus, est devenue un lieu où le pouvoir de patriarche, qui est l'autorité plus haute au Liban pour la communauté maronite, a exercé son pouvoir. Et ça, je pense que c'est un aspect très intéressant parce que par statut, le patriarche ne se doit pas intéresser à la politique. Mais si on regarde l'évolution de la politique du patriarche, disons là, pendant les années qui sont passées depuis la fin de la guerre civile, on a vu un intérêt de plus en plus grand de patriarches dans la vie politique maronite et spécifiquement dans la Ligue maronite. La Ligue maronite a perdu son rôle à l'intérieur de la communauté pour propager ce message de richesse, de stabilité et de solidité. Et à un certain moment-là, le patriarche, il est intervenu directement dans les élections du nouveau président de la Ligue maronite et il a commissionné la Ligue maronite. Donc, il est intervenu précisément dans la communauté. Pourquoi il est intervenu dans la Ligue maronite et ça a eu des effets dans la communauté? Parce que la Ligue maronite, dans certains moments-là, il avait, commencé un discours qui mettait en discussion les élites politiques et religieuses de la communauté. Parce que la Ligue maronite n'était pas un parti politique. C'était un lieu où des discussions s'est développé, un lieu où des discours même d'opposition au pouvoir de la communauté s'est développé. Donc, selon moi, c'était très intéressant de regarder comment les discours dans la Ligue maronite s'est développé parce que ça me donnait cette idée que il y avait à l'intérieur de la communauté maronite, même si la narrative officielle c'était richesse, stabilité, des mouvements protestataires, des espaces, des discussions qui mettaient en discussion les pouvoirs de la communauté. Comme je disais auparavant, j'ai analysé l'évolution des communautés prenant comme langue analytique l'idée que les communautés, ce sont des espaces où se reproduisent des dynamiques et des mécanismes de domination et des pouvoirs sur les membres. Donc, la Ligue maronite montrait que même si la Ligue elle avait été commissionnée par les patriarches, même si les élites religieuses, dans ce cas-là, pas les élites politiques, mais les élites religieuses cherchaient à imposer une certaine vue, une certaine démarche à la Ligue maronite, il y avait des groupes de discussion qui mettaient en discussion ces pouvoirs-là et qui disaient des choses, selon moi, très intéressantes. Par exemple, le fait que les membres de la Ligue maronite, ils disaient que les maronites, ils avaient perdu le sens
profond d'être maronite, c'est-à-dire cet effort de se renouveler et de changer selon les changements sociaux, économiques et politiques que la société a eu pendant les années. Et ça, c'est un élément très important parce que si on rappelle comment le Liban a été bâti après l'indépendance, les maronites à l'époque, ils ont joué un rôle crucial avec les sunnites, avec cette idéalité, cet idéalisme d'un Liban ouvert à toutes les confessions, du Liban, disons là, dans certains laïcs, si on veut parler de ça, du Liban, en tout cas, ouvert et démocratique. Alors, le travail sur la Ligue maronite m'a montré plutôt que les membres de la Ligue maronite, ils mettaient très fortement en discussion le maronitisme comme idéologie. Hein, c'est-à-dire, ils disaient, les maronites, ils ont perdu le sens d'être maronites. Ils ne sont plus à même de proposer un discours qui va reconnecter la société maronite et la communauté maronite à l'intérieur, et en même temps, ils ne sont pas à même de produire des élites politiques qui sont à même de lier la communauté au discours politique de pouvoir qui s'est développé premièrement après la fin de la guerre civile. Et donc, ils étaient très frustrés pour cette situation et aussi pour leur incapacité de changer le système. Parce que, je dis, ils ne sont pas un parti politique, mais ils sont une association de catégories qui réunit plusieurs membres. Mais ils ne sont pas à même de proposer des solutions. Oui, des groupes de discussion, bien sûr, mais pas encore des mouvements de contestation concrète. C'est vrai aussi que le Liban a vécu depuis la fin de la guerre civile plusieurs vagues de contestation, hein, pour les salaires et pour la situation économique pendant les années 90, mais plus récemment aussi des contestations liées par exemple à la crise des déchets, etc. Et donc, c'est vrai que plusieurs membres de la Ligue maronite se sont connectés avec ces groupes-là, mais ils ne sont pas encore à même de produire des effets tangibles sur les transformations du maronitisme. Ça, donc, c'est un premier aspect qui dit quoi? Que même si il y a cette narrative officielle de pouvoir et de puissance, aux marges, hein, aux confins de la communauté, à plusieurs niveaux. Donc, parce que les membres de la Ligue maronite sont au niveau d'élite, ne sont pas la base de la communauté, ne sont pas les gens de la rue. Ils sont des avocats, des ingénieurs, ils sont vraiment très au niveau d'élite. Mais dans ce que m'a dit cette analyse, c'est qu'ils sont dans cette situation de contexter le maronitisme et ce que le maronitisme a représenté jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a aux marges de la communauté des mouvements de contestation. De contestation de quoi? De cette dynamique de pouvoir, hein, qui sont à l'intérieur de la communauté maronite, qui exercent sur ses propres membres un contrôle obsessif et capillaire. Alors, donc, ça, c'est un premier aspect qui, je pense, c'est un résultat intéressant. Moi, je pense que oui, de ma recherche, mais on pourra les discuter. Et ça, c'était pour le côté... Combien de minutes? Encore un quart d'heure, je pense. Oui, d'accord. Très parfait. Alors, plus? Un quart d'heure, ouais, c'est bon. Ouais, ok. Ça, c'est la première narrative. La deuxième narrative, c'est la narrative de la cohésion, hein, de la puissance en termes de cohésion de la communauté maronite. Alors, ici, moi, j'ai encore une fois regardé à cette lien entre religieux et politique, mais je me suis cachée, je suis allée en profondeur dans le terrain et j'ai plutôt analysé
les réalités des églises et des hommes des foi dans les villages de rebelles. Et j'ai découvert des choses vraiment très intéressantes. Alors, je des entretiens surtout avec des prêtres du petit village, mais aussi avec des évêques, etc. Mais surtout, je travaillais avec les prêtres et avec les gens de la communauté, comme je disais. Je fais de l'ethnographie, je suis restée là-bas plusieurs temps. Je parlais avec les habitants du village, qui n'est pas un village très grand, et j'ai analysé ces dynamiques sociales, les dynamiques sociales qui s'est passées à l'intérieur de la communauté. Alors moi, j'ai vu que là-bas, dans ces villages-là et dans la base de la communauté, il y avait de ressentiments très forts par rapport à l'élite religieuse, mais aussi à l'élite politique, mais plutôt à l'élite religieuse. Et là-bas, c'est très intéressant parce que j'ai découvert qu'il y a deux tendances qui se contredisent. D'un côté, il y a ceux qui disent l'Église n'est pas intéressée à nous, l'Église ne nous donne pas rien pour survivre, l'Église fait des trucs avec les autres communautés, mais ne s'intéresse pas à nous. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, selon la communauté, les rites maronites, les prêtres maronites peuvent se marier, ils peuvent avoir des enfants, etc. Donc, l'une des revendications les plus importantes que j'ai trouvées dans mon terrain, c'est que l'Église ne s'occupe pas des fils et de donner une instruction et de l'argent pour une instruction, une éducation propre aux fils des prêtres, mais plus généralement à ceux qui sont impliqués dans la communauté. Et comme je disais auparavant, les questions liées à l'élite religieuse et à comment l'élite religieuse s'est transformée pendant les années, je le trouvais particulièrement intéressant parce que ce n'est pas seulement une revendication qui disait oui, il ne s'intéresse pas de nous parce que ne nous donne pas de l'argent. Mais il y a aussi une dimension antérieure, si vous voulez, une dimension spirituelle qui est revendiquée par les membres de la communauté. Donc, d'un côté, il y a ces gens-là qui disent nous voulons plus de communauté parce que la communauté nous va aider pour les questions de l'éducation, mais aussi nous avons besoin de renouveler de point de vue spirituel. C'est-à-dire la communauté maronite n'est pas à même de nous donner un message fort du point de vue spirituel. La communauté maronite, elle est morte du point de vue de la pratique spirituelle, c'est-à-dire elle ne nous donne pas un message spirituel qui nous va aider à nous transformer dans une certaine façon. De l'autre côté, il y a ceux qui disent non, nous n'avons pas besoin de communauté. La communauté maronite est morte. Nous devons supérer le système de gestion communautaire dans la société libanaise, donc ce sentiment anticommunautaire et anticonfessionnel qui est très fort dans la communauté. Dans les communautés au Liban, dans certains lieux de communauté. Donc, ces deux tendances s'opposent, mais les résultats, dans mon point de vue, c'est que les deux tendances, même si elles s'opposent les unes aux autres, elles produisent des mouvements de contestation aussi. Dans la base de la communauté qui mettent en discussion, même si pour différentes raisons, la légitimité de la communauté et du contrôle que la communauté a sur ses membres, et soit de la communauté politique, de l'élite politique, soit de l'élite religieuse, et surtout des élites religieuses, parce que vraiment l'intervention des anciens patriarches Schfeir,
au Liban a été très fort et ça a été perçu par les Libanais comme une attache, comme, comment je peux dire, comme une interférence très forte de l'Église dans la dimension propre des communautés, c'est-à-dire dans la dimension politique, sociale, identitaire. Donc, les mouvements de contestation, même dans ces cas-là, qui se développent aux marges de la communauté, je pense que dans la longue durée, pas aujourd'hui, mais d'ici à 15 ans, peuvent produire des mouvements protestataires plus forts qui peuvent avoir un impact très fort sur les transformations du système consociatif et qui peuvent mettre en discussion, je pense, ce système de gestion des communautés sur ses propres membres, qui est un système pervasif, obsessif et qui détermine vraiment le développement de la vie des individus. Un cas je vous cite seulement ça, mais j'ai plusieurs exemples sur ce point-là. Par exemple, plusieurs interlocuteurs, ils m'ont dit qu'ils ont changé de confession religieuse parce que, par exemple, parmi les maronites, les divorces, c'est plus difficile et c'est plus comme dire, contrôlé par les évêques, les patriarches, etc. Donc, plusieurs maronites, ils ont décidé de changer de confession, ils sont devenus grecs orthodoxes, même si pour le divorce et pour d'autres questions liées à la loi de statut personnel, mais en même temps, ils ne le déclarent pas. Donc, ils continuent à aller à la messe maronite, même s'ils sont devenus orthodoxes. Parce qu'il y a aussi ce sentiment de dissimulation et de peur d'être ghettisé à l'intérieur de son propre communauté. Mais je vois dans ces cas-là un indice très intéressant de commencement d'une protestation, même si la protestation n'est pas encore fort, n'est pas encore arrivé au niveau de contestation de système de façon ouverte, mais il y a des indices qui nous disent que la contestation, il est bas et il est là. Et cette contestation, on peut vraiment l'avoir de petites modifications par rapport au pouvoir central qui se sont développés pendant les années et qui, selon moi, vont mettre en discussion les pouvoirs des communautés sur ses propres membres. Et je pense aussi la question de transformation spirituelle, c'est une chose très importante, un élément très important, parce que ça signifie que les maronites, ils s'aperçurent que la communauté doit changer face aux transformations sociales, économiques et aussi spirituelles qui ont touché les chrétiens d'Orient, disons là, les chrétiens dans le monde arabe, et qui n'ont pas touché la communauté maronite. Et donc, bon, c'est ça que je voulais vous communiquer. J'espère que la présentation a été compréhensible. Et donc, plusieurs questions, j'ai mis dans une même présentation plusieurs questions. S'il n'y en a pas des coordonnées sur le Liban, j'espère que vous avez aussi compris un petit peu, même si je n'ai pas expliqué beaucoup. Et je vous remercie et j'attends votre question. Merci. Merci.